Au cœur de chaque accord, de chaque promesse, il y a une idée toute simple mais absolument cruciale, le consentement. Ça peut commencer par un geste anodin, un simple clic, une poignée de main, ou juste un mot, un unique oui. Eh bien, ils ont le pouvoir de créer un contrat, une obligation légale. Mais attention, à une seule condition, qu'il soit l'expression d'un consentement réel, d'un consentement valide. Alors plongeons ensemble au cœur de cette notion. Pour bien comprendre comment tout ça fonctionne, on va suivre une histoire, celle de Léa, qui a décidé de vendre son scooter, et de Marc, qui serait bien intéressé pour l'acheter. On va voir comment, à partir de là, un contrat peut prendre vie. D'abord, que dit la loi? Le Code civil est très clair là-dessus. Un contrat, c'est avant tout la rencontre entre une offre et une acceptation. C'est ce moment où deux volontés se rejoignent pour s'engager. Mais attention, une offre en droit, ce n'est pas n'importe quoi. Pour que l'annonce de Léa soit une vraie offre, elle doit être à la fois précise, c'est-à-dire qu'elle doit contenir les infos essentielles, l'objet, le prix, et ferme. Ça veut dire que Léa exprime clairement sa volonté d'être liée si quelqu'un dit oui. C'est la grande différence avec une simple invitation à discuter, une sorte de prise de température du marché. Regardez la différence. Si Léa met une annonce « scooter à vendre, prix 1500 €, là, c'est une offre en béton. Un simple oui de Marc et le contrat est formé. Par contre, si elle écrit « prix à débattre », ah, là, c'est différent. Ce n'est plus une offre, mais une invitation à négocier. Le oui de Marc ne fait qu'ouvrir la discussion. La précision, ça change tout. Donc, dans le scénario idéal, Léa fait une offre claire, Marc l'accepte telle quelle, sans condition. Et voilà, bim, leurs volontés se rencontrent, le contrat est né. C'est simple, c'est propre. Mais la vie est rarement aussi simple, n'est-ce pas? Que se passe-t-il quand l'accord est, disons, un peu moins parfait? C'est là qu'intervient la protection du consentement. Parce que la loi sait bien que parfois, un accord n'est pas donné en pleine connaissance de cause. On dit alors qu'il est vicié. L'article 1130 du Code civil est là pour ça. Il explique en substance que si le consentement a été obtenu par erreur, par tromperie ou sous la violence, eh bien le contrat ne tient plus. Sans ces défauts, la personne n'aurait pas signé, ou en tout cas pas à ces conditions-là. Ces défauts, ce sont les 3 vices du consentement: l'erreur, le dol et la violence. Reprenons notre histoire avec Léa et Marc pour voir concrètement ce que ça pourrait donner. Commençons par le premier, l'erreur. Ici, on parle d'un vrai malentendu, d'une méprise tout à fait sincère. Mais attention, pas n'importe quelle erreur. Il faut que ça porte sur ce qu'on appelle les qualités essentielles, c'est-à-dire une caractéristique qui était tellement importante pour l'acheteur qu'elle a été le facteur déclenchant de sa décision. Imaginez Marc qui s'exclame « Mais attendez, je pensais que c'était un 125 cc. Le permis moto, je l'ai passé pour ça, pas pour un 50 cc. » Vous voyez, la cylindrée, pour lui, c'était la qualité essentielle. S'il s'est trompé là-dessus, son consentement est vicié. Le contrat pourrait alors être annulé. Maintenant, deuxième vice, le dol. Là, on monte d'un cran. Ce n'est plus une simple erreur personnelle, c'est une erreur qui a été provoquée par l'autre partie. En clair, on a été trompé. Le dol, c'est quand on obtient le consentement de quelqu'un par des manœuvres, des mensonges, ou même en cachant volontairement une information capitale. C'est de la tromperie pure et simple. Alors, imaginons une Léa un peu moins honnête. Marc est un peu hésitant, alors pour le convaincre, Léa lui lance « Le compteur kilométrique ?» Ah non, il n'a jamais été touché, parole d'honneur. Sauf que, c'est un mensonge. En réalité, elle a bien trafiqué le compteur pour masquer des dizaines de milliers de kilomètres en plus. Ça, c'est un dol caractérisé. Elle a délibérément menti sur un élément crucial pour pousser Marc à acheter. Et là, les conséquences sont sérieuses. Non seulement Marc peut demander l'annulation de la vente, mais il peut aussi réclamer des dommages et intérêts. Et on arrive au dernier vice, le plus grave de tous, la violence. Ici, le problème n'est plus que le consentement est mal éclairé, c'est qu'il n'est tout simplement pas libre. La violence, c'est quand une personne s'engage parce qu'elle est sous pression, sous la contrainte. Elle a peur d'un mal important pour elle-même, pour sa famille ou même pour ses biens. Ça peut être une menace physique, bien sûr, mais aussi une pression morale, psychologique ou même économique. Si Marc n'achète le scooter que parce qu'on le menace, son oui ne vaut rien. Et point important, peu importe que la menace vienne de Léa ou de quelqu'un d'autre, le résultat est le même. Le contrat est nul. Alors, si on résume tout ça, pour qu'un contrat soit solide, il faut d'abord une rencontre claire des volontés. Ensuite, le consentement doit être éclairé, c'est-à-dire sans erreur fondamentale. Il doit aussi être honnête, donc sans tromperie, sans dol. Et enfin, et c'est crucial, il doit être absolument libre, sans aucune forme de violence ou de contrainte. Ces 3 piliers sont vraiment les gardiens de la validité d'un accord.
La prochaine fois qu'on est sur le point de dire « je suis d'accord », que ce soit pour un clic en ligne ou une signature importante, la question à se poser est là. Ce consentement est-il vraiment libre, informé et éclairé? Parce qu'au final, aux yeux de la loi, c'est la seule chose qui compte vraiment.